Anne-Sophie Seban-Bekach, bonjour. Bonjour. Et bienvenue, vous êtes la directrice de l'American Jewish Committee pour Paris. L'AJC a publié il y a quelques semaines une étude édifiante et glaçante sur l'état de l'antisémitisme sous toutes ses formes. Je sais que d'autres travaux vont arriver de la part de l'AJC pour approfondir cette réflexion. Est-ce que vous êtes, vous individuellement et vous collectivement l'AJC, vraiment pessimiste autant que cette étude peut nous laisser le croire ? Oui, on est extrêmement pessimiste et alarmé et on espère que les résultats de cette enquête vont permettre de sonner une alarme beaucoup plus puissante que ce qu'on a pu voir jusque-là. C'est-à-dire que tout le monde se rend bien compte, observe depuis le 7 octobre cette explosion des actes, etc. Mais ce que nous, on essaye d'apporter, c'est l'onde de choc au-delà des actes, ce que ça produit sur la vie des Juifs en France, des Français juifs, ce que ça dit aussi de l'inquiétude des Français dans leur ensemble, qui voient bien qu'il y a un sujet, que ce problème concerne toute la société, que c'est un mal qui progresse depuis maintenant 20 ans, que ça se joue à l'école, que ça se joue dans les lieux qui sont les lieux de la socialisation, de la République, de là où on fait société. Et c'est vraiment, ça doit nous permettre, cette étude, de sonner une alerte, mais vraiment l'alerte qui doit nous permettre collectivement, pas que les Français juifs, pas que les associatifs, mais toute la société, de se réveiller, et de cette majorité silencieuse dont on parle souvent. Et cette majorité de Français que nous, on voit dans notre enquête, sont mobilisés, comprennent qu'il y a un sujet, sont pas antisémites. Ils attendent d'être guidés vers des solutions. Il faut aujourd'hui qu'ils se mobilisent parce qu'une minorité suffit, on le sait, et elle est très antisémite, cette minorité. Elle cautionne la violence antisémite. C'est 10% de notre échantillon qui, à la fois, partage des préjugés antisémites très forts et légitime la violence antisémite. C'est 10%, il faut les confiner, il faut les faire taire, il faut qu'on prenne l'espace, il faut que la société française se réveille, et c'est vraiment ce qu'on essaye de susciter en présentant les résultats de cette enquête. Ces extrémistes-là, ceux du groupe 4 et du groupe 5, pour reprendre la typologie de votre étude, aujourd'hui, ils sont clairement minoritaires, mais ils sont actifs. Ils sont minoritaires, ils sont actifs. Les Français juifs sont aussi minoritaires dans le pays, donc ça peut faire très très mal. Oui, c'est 10%. Alors, à quoi ressemble cet échantillon de 10%? C'est surtout des jeunes. À 58%, c'est des jeunes de moins de 35 ans. C'est ce qui est le plus alarmant aussi dans notre enquête. C'est se dire que si on n'arrête pas le mouvement maintenant, ces jeunes, demain, c'est les Français qui font notre pays. C'est, comme on l'a vu dans les universités, c'est les étudiants qui seront à des postes décisionnaires. Et c'est donc une société qui pourrait être encore plus antisémite qu'elle ne l'est aujourd'hui si on ne se réveille pas. 35% des 18-24 ans, c'est 21% pour l'ensemble de la population, trouvent justifié de s'en prendre physiquement à des juifs parce qu'ils soutiennent Israël. Là, on a un chiffrage du lien entre antisionisme et antisémitisme. Exactement, c'est la fusion de deux haines, la haine des Juifs et la haine d'Israël. C'est ce qu'on a pu observer depuis le 7 octobre en voyant que ce massacre avait provoqué une folie, une passion antisémite à travers le monde. Et là, on le voit à travers notre enquête, la haine des Juifs, c'est la haine d'Israël. La haine d'Israël, c'est la haine des Juifs. Les Français juifs se sentent pris pour cible pour leur soutien à Israël. Le terme sioniste est devenu une insulte. On le voit sur les réseaux sociaux, les contenus anti-sionistes ont explosé. Mais pourquoi est-ce qu'ils ont explosé? C'est parce que traiter quelqu'un de sale juif sur Twitter, aujourd'hui, c'est à peu près modéré. Mais traiter quelqu'un de sale sioniste, ça ne l'est toujours pas. Et c'est ça que met en avant aussi notre enquête. Ce chiffre. Un chiffre m'a particulièrement inquiété, c'est que 86% des victimes de propos ou d'actes antisémites ne portent pas plainte. Il faut peut-être commencer par là, non porter plainte pour tirer la sonnette d'alarme. Oui, bien sûr, là c'est quelque chose sur lequel on a l'air depuis plusieurs années et qui explique aussi pourquoi les chiffres qui nous sont donnés chaque année par le ministère de l'Intérieur sont assez limités. C'est que la phase émergée de l'iceberg, puisque c'est que les dépôts de plainte. Donc l'augmentation de 1000% dont on parle, c'est encore rien comparé à la réalité, puisqu'effectivement, d'après notre enquête, et sur 3 années consécutives, c'est à chaque fois plus de 80% des Français juifs qui ont vécu un acte antisémite qui disent ne pas porter plainte. Cette année, on a posé une question supplémentaire en leur demandant pourquoi. Et la raison principale, c'est de se dire que finalement, ça ne va pas donner grand-chose, qu'on sait que ça ne donnera pas suite. Et la deuxième raison, c'est qu'on ne va pas aller porter plainte pour ça. Ça traduit 2 choses. D'une part, le fait qu'il faut que la justice soit plus efficace dans la condamnation, dans ce qui est demandé par d'autres associations, plus de transparence sur les condamnations et qu'il y en ait davantage, et sur cette banalisation de l'antisémitisme. En fait, en réalité, on voit que 73% des Français juifs disent avoir déjà vécu un acte antisémite au cours de leur vie, et on le voit
à ma propre échelle, c'est devenu assez courant pour moi de recevoir des insultes antisémites sur les réseaux sociaux. On ne va pas aller porter plainte pour ça. Et c'est aussi très grave de se rendre compte de cette banalisation. Si dans les mois qui viennent, il y a des condamnations de politiques, d'influenceurs, de gens en vue, ça pourra peut-être changer la donne. Peut-être que les gens se diront « Ah, ça sert de porter plainte. Personne n'est à l'abri et donc on porte plainte. » Oui, bien sûr, il faut encourager les gens à porter plainte. D'ailleurs, dans le plan d'action du gouvernement, il y a des propositions qui permettraient de faciliter le dépôt de plainte en ligne, qui devraient permettre de faciliter pour les policiers qui prennent les dépôts de plainte, d'être mieux à même d'identifier le caractère antisémite de tel ou tel acte. Ça, c'est évidemment très important. Et quelque chose aussi pour lequel on milite sur les réseaux sociaux, ce serait de créer une amende civile. C'est porté aussi par d'autres organisations, notamment Conspiracy Watch, de dire de la même manière que quand on passe sur une file de bus dans la rue, on reçoit chez soi une contravention, et qu'un antisémite en ligne, il n'y ait pas d'impunité. C'est automatique. C'est automatique. Les plateformes auraient une obligation de transparence et de fournir l'identité du compte à l'origine d'un propos haineux, et ils recevraient une contravention. On espère que on se dit que ça peut avoir un effet assez dissuasif sur les auteurs. Nombre de juifs ont choisi de ne plus mettre leur kippa en public, de changer de nom quand ils réservent un VTC et autres comportements où on s'invisibilise. Vous le recommandez parce qu'on est dans une période où la prudence doit faire loi, ou au contraire vous leur dites non, c'est le début de la défaite, de la capitulation face aux antisémites? Moi je leur dis non, je pense que la résilience nous invite à être fiers de qui on est. Et je trouve d'ailleurs que la réaction des Français juifs et des Français à travers le monde depuis le 7 octobre indique aussi ça. On a vu des collectifs se former, on a vu ce collectif en France, Nous Vivrons, s'affirmer pour dire on est là, on ne se taira pas face à l'antisémitisme. Et je pense que ça, c'est important. Et qu'on a vu ce double mouvement en fait, de peur extrême où oui, bien sûr, et nous-mêmes étant exposés, on s'est tous posé la question de changer de nom sur les applications, etc. Voire on l'a fait parce qu'on a vraiment eu cette peur et ce double trauma de ce qui s'est passé le 7 octobre et des conséquences que ça a eu pour nous tous ici. Et en même temps, et l'autre mouvement, c'est quand même l'affirmation aussi de se dire on persistera dans notre être juif et on ne baissera pas les bras et on affirmera aussi notre sionisme, on ne va pas se laisser faire. Et cette accusation d'ailleurs de double allégeance qui nous a fait, je pense, d'ailleurs pendant des années, prendre de la distance avec Israël parce qu'on pensait que ça allait peut-être nous prémunir de cet antisémitisme-là, de celui qui nous visait parce qu'on était sioniste, parce qu'on soutenait Israël. Et moi, je pense, avec du recul maintenant, que c'était peut-être une erreur et qu'aujourd'hui, on voit bien que la haine d'Israël, c'est la haine des Juifs et qu'on est visé pour ça et que oui, on est attaché à Israël et oui, on est sioniste. Ça ne devrait pas être une insulte et il faut qu'on réintègre ce vocabulaire et qu'on en soit fier. Alors passons aux solutions maintenant. Est-ce que depuis le 7 octobre, est-ce que depuis cette étude, depuis les assises qu'a installées Aurore Berger, depuis le dîner du CRIF, est-ce que ça bouge du côté des pouvoirs publics? Est-ce qu'on commence à repenser différemment la lutte contre l'antisémitisme? C'est en tout cas ce à quoi on engage le gouvernement. L'organisation de ces assises, c'était extrêmement bienvenu parce que oui, il y a une urgence, parce que la société française s'en rend compte. Ça doit être le début de quelque chose. Pour l'instant, il y a eu ces échanges entre les associations, entre les représentants des cultes. C'est très bien, on a eu l'occasion de présenter aussi les résultats de notre enquête. Maintenant, si on se dit que la société française dans son ensemble doit se mobiliser, c'est un peu ce qu'indique l'idée d'assises nationales. Ça veut aussi dire qu'il faut mobiliser des pans de la société qui, jusque-là, on avait laissé un peu de côté ou qui n'étaient pas forcément mobilisés. Je pense aux syndicats, aux associations sportives, aux représentants d'entreprises. Et à l'école, bien sûr. Et à l'école, tout évidemment. Ce qui est scolaire. Évidemment, et à l'école, parce que comme le démontre notre enquête, c'est les jeunes qui sont le plus touchés à la fois par les préjugés antisémites et le fait d'accepter la violence antisémite. Et c'est les Français juifs jeunes qui sont le plus victimes d'antisémitisme. Donc on voit bien que les jeunes baignent dans cet environnement où l'antisémitisme est devenu quelque chose de banal. Et c'est à l'école que ça se passe. C'est cité comme premier lieu d'expérience antisémite pour les Français juifs. Que faire pour les réseaux sociaux? Est-ce qu'il faut travailler sur les algorithmes? Est-ce qu'il faut trouver des responsables dans les réseaux sociaux qui relayent l'antisémitisme sans le modérer? Je pense que la question de cette amende civile qu'on a évoquée tout à l'heure, elle est importante. La responsabilité des plateformes aussi, le fait de mettre en place, d'appliquer cette législation européenne qui a été votée maintenant il y a quelques mois, le Digital Services Act, faire en sorte que les États membres le mettent en place, c'est évidemment très important. Ensuite, je pense que sur l'école, juste pour revenir sur l'école, l'antisémitisme ne va pas être éliminé par une formule magique. Toutes les associations le savent. On n'a pas de proposition magique même à faire au pouvoir public. En revanche, il faut faire en sorte que cette passion antisémite l'a confinée.
Et pour ça, il faut faire en sorte aussi de prémunir, enfin ce qui est plus important que d'éradiquer l'antisémitisme, c'est de prémunir nos sociétés des mécanismes qui permettent que cette passion gagne de plus en plus d'esprit, que cette passion devienne un objet politique, un objet de campagne politique, que cette passion soit rationalisée. Et pour ça, il faut prémunir les jeunes et transmettre aux jeunes les mécanismes qui peuvent faire en sorte que ça sonne l'alarme. Que de la même manière qu'on enseigne la Deuxième Guerre mondiale, les mécanismes qui ont conduit à la Shoah, il faut que les jeunes comprennent comment cette haine d'Israël, c'est devenu la haine des Juifs. Et on ne le fait pas jusque-là. Est-ce qu'on peut l'apprendre dans leur famille aux jeunes musulmans ? 59% d'entre eux trouvent que les Juifs ont trop de pouvoir dans les médias. 56% que les Juifs utilisent le génocide nazi pour servir leurs propres intérêts. Il y a du travail là. Comment on peut faire pour les toucher, eux ? Oui, il y a énormément de travail et c'est vrai que c'est un constat malheureux de se dire que l'école ne suffit pas parce qu'on voit bien que si ces jeunes véhiculent tant de préjugés, ça vient de plus loin, ça vient effectivement de l'environnement familial, mais plus loin que l'environnement familial. Je pense que ça vient de tous les lieux de sociabilisation. Donc je pense qu'il faut mettre l'accent aussi sur tous les lieux périscolaires que fréquentent les jeunes, évidemment sur les médias, sur les réseaux sociaux que les jeunes utilisent abondamment. Il y a un travail à faire de pédagogie, d'explication de l'histoire, de lutte contre les fake news, contre tous les discours complotistes. Et encore une fois, sur ces mécanismes, il y a le complotisme, il y a la concurrence victimaire. Essayer de désamorcer ce type de mécanisme-là dans l'esprit des jeunes, parce qu'ils y sont très poreux, et que c'est de là que naît non seulement la propagation de cette passion antisémite, mais surtout des mécanismes qui font qu'on en est à une situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui. Un dernier bref mot, parce que vous enseignez à Sciences Po Lille à des étudiants venus de l'étranger. Est-ce que c'est pas eux qui ont importé tout ce qu'on a vu à Sciences Po et ailleurs, une culture américaine négative ? Oui, je pense qu'il y a un peu de ça et je pense que ça a existé. J'ai aussi été étudiante à Sciences Po Paris et il y avait un peu de ça déjà. Il y a toujours eu des militants de l'extrême gauche qui véhiculaient aussi une idéologie antisioniste très radicale, mais on n'en était vraiment pas à ce point-là. J'ai jamais vécu ce que vivent des étudiants juifs aujourd'hui à Sciences Po Paris. À Sciences Po Lille, avec mes étudiants internationaux, effectivement, je vois parfois, surtout de la part d'Américains, effectivement, l'idéologie wokiste poindre dans la manière dont ils présentent leurs exposés, etc. Donc oui, ça a eu une influence. Maintenant, je pense qu'on peut se prémunir assez facilement de ça. Anne-Sophie Sebhan-Becache, merci et bonne journée. Merci Christophe.